Un top 5 des actions de consommation discrétionnaire avec leur analyse. Ça vous tente ? Ça tombe bien, car c'est le sujet de ce nouvel épisode de la série Un portefeuille presque parfait. Parce que 85% de la performance d'un portefeuille d'investissement passe par une bonne allocation d'actifs. Et diversifier par secteur d'activité permet d'éviter que ce qui affecte un domaine n'ait une influence sur les autres. Oui, mais après, il faudra encore choisir ses titres parmi les centaines, voire les milliers de possibilités qui existent. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va passer en revue 5 actions du secteur de la consommation discrétionnaire afin de comparer leurs forces et leurs faiblesses. Et en fin d'épisode, nous verrons quel titre sera intégré à notre portefeuille long terme. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Sur 1, 2, 3 richesses, nous aimons bien interroger les contraires. Et puisque dans le précédent volet, nous nous étions intéressés au secteur de la consommation de base, voyons maintenant son direct opposé, la consommation discrétionnaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un portefeuille presque parfait. Je suis Lavoie, et aujourd'hui nous allons continuer de développer le portefeuille bourse de l'ami Le Cube. Ah, j'avais hâte! Salut tout le monde! Le secteur de la consommation discrétionnaire regroupe les entreprises dont le domaine d'activité est considéré, du point de vue du consommateur, c'est-à-dire de la demande, comme non essentiel. Ce sont donc des types de dépenses qui pourraient être plus facilement coupées par les ménages en cas de situation économique délicate. Contrairement à la consommation de base, comme l'alimentation par exemple, que l'on peut réduire mais pas stopper. Généralement, on segmente ce secteur en 10 sous-secteurs spécifiques. Cependant, quel que soit le sous-domaine envisagé, la demande y reste toujours plus élastique que pour la consommation de base. En d'autres termes, la diminution des revenus des consommateurs ou une augmentation des prix du secteur peut entraîner un effondrement rapide de cette même demande. On a donc des marchés qui vont fonctionner de façon très cyclique alors. Effectivement. D'ailleurs, la consommation discrétionnaire est souvent très porteuse au démarrage d'un nouveau cycle économique, ou lors d'une situation de rebond de l'économie. Dans ce cas, au vu de l'inflation qui explose et de la situation économique qui se dégrade, ce n'est pas le bon moment pour y investir alors. Bien au contraire, c'est peut-être le meilleur moment pour y investir. Car certaines très bonnes sociétés pourront se retrouver dans un creux de vague et représenter pour nous une opportunité d'achat à bas prix. De plus, historiquement, la consommation discrétionnaire est plutôt orientée croissance sur le long terme. Acheter pendant la contraction de l'économie est donc un bon moyen d'augmenter les gains futurs. Alors, voyons maintenant 5 sociétés de ce grand secteur qui pourraient toutes figurer dans un portefeuille long terme. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner et à activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Merci! On commence notre liste d'actions de consommation discrétionnaire dans le sous-secteur de la distribution, avec un nom connu de tous, Adidas. La marque est le deuxième leader mondial de la fabrication et de la commercialisation d'articles de sport, juste après Nike et avant Puma. D'ailleurs, à l'origine, la marque aux 3 bandes est fondée par 2 frères, Adi et Rudi Dassler. Finalement, Rudi Dassler finit par quitter l'entreprise pour fonder sa propre marque dans la même ville, mais de l'autre côté de la rivière, Puma. Le chiffre d'affaires d'Adidas était en hausse permanente depuis 2013, avant de connaître un mouvement baissier à partir de 2019. Actuellement, même s'il bénéficie d'une légère hausse, les ambitions sur ce chiffre d'affaires sont régulièrement revues à la baisse. Parallèlement, si le bénéfice net était en constante augmentation depuis 2015, il a commencé à jouer au yo-yo à partir de 2019. Le cours de l'action, lui, s'est fortement dégradé depuis 2021, suite notamment à la baisse des ventes sur le marché chinois du fait des politiques anti-Covid. Dernièrement, la fin du partenariat entre Adidas et le rappeur Kanye West ne semble pas avoir aidé. Mais pour autant, est-ce que Adidas serait un mauvais choix sur un portefeuille long terme ? Avec un rendement de 2,34% et une place de deuxième mondiale sur le marché, on peut se le demander. En fait, les 2 questions essentielles sont donc: est-ce que Adidas risque de disparaître ? Et
La situation que connaît l'entreprise est-elle temporaire ou durable? Personnellement, je penche plutôt pour des difficultés temporaires. Parallèlement, le marché de l'équipement sportif devrait connaître une hausse régulière dans les prochaines années. Comme le cours d'Adidas est relativement bas, c'est peut-être le bon moment pour y investir. Car même si le rendement risque de baisser, si l'augmentation des marges prévues se confirme, c'est une belle plus-value qui s'annonce. Alors, à votre avis, est-ce que nous allons ouvrir une ligne sur Adidas? Suspense. Lorsqu'en investissement on pense luxe, l'action qui vient immédiatement en tête est LVMH. Mais c'est oublier qu'il existe des sociétés tout aussi prestigieuses comme Kering. Créé sous le nom de Pinault, Kering est un conglomérat français numéro 2 mondial, après LVMH donc, de l'industrie du luxe. Kering possède un portefeuille de marques impressionnant, avec notamment Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga ou Yves Saint Laurent. Grâce à ce panel, l'entreprise propose des chaussures, des articles de cuir, mais également des parfums et des cosmétiques. L'entreprise est toujours dirigée par la famille fondatrice, les Pinault, via sa holding groupe Artemis. Kering est dirigé par François-Henri Pinault lui-même. Le chiffre d'affaires est en croissance constante depuis 2013, et même s'il a connu une chute compréhensible en 2020, dès 2021, il a repris sa course en dépassant celui de 2019. Le bénéfice net a lui aussi connu une chute entre 2019 et 2020. Et même s'il a repris sa hausse, il n'a pas encore dépassé son niveau le plus haut de 2018. Mais on sait que les années Covid ont eu un impact sur la majorité des entreprises. Donc, de mon point de vue, rien d'inquiétant. Le dividende est de 2,46%. Mais surtout, la croissance du dividende est de 23% par an sur les 5 dernières années. Et il y a de fortes chances qu'il continue de croître dans le futur. On se trouve donc face à une société qui est très bien gérée. Les marges brutes sont stables, la marge nette a tendance à augmenter, et même si l'EBITDA est légèrement redescendu, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Actuellement, elle semble être sous-évaluée, et peut donc représenter une opportunité d'investissement. Pour autant, est-ce Kering que nous allons faire entrer dans notre portefeuille? Vous le saurez en fin de vidéo. Mais avant, attaquons-nous à une autre entreprise dans un domaine pour le moins surprenant. Alors là, je pense que vous n'avez jamais entendu parler sur les internets de Viscofan. Et pourtant, c'est une aristocrate du dividende qui distribue ses produits dans le monde entier. L'entreprise est espagnole, elle existe depuis 1975 et est spécialisée dans la fabrication de boyaux en cellulose pour les saucisses cuites. Oh, le grand écart! On passe de l'industrie du luxe à la saucisse cuite. Elle fabrique également des films intercalaires, des solutions d'emballage et autres boîtiers plastiques. Parallèlement, elle loue aussi des machines industrielles et produit de l'électricité. En d'autres termes, elle possède un éventail de produits et de services très large dans le sous-secteur industriel de notre consommation discrétionnaire. Et d'être aussi large, ça ne pose pas de problème? En soi, non. Pour autant, mais c'est un avis purement personnel. Je ne suis pas très fan des entreprises qui sont trop diversifiées en termes de secteur d'activité. Ça me donne l'impression de ne pas savoir ce que fait vraiment l'entreprise. Mais d'un autre côté, son cours de bourse ne cesse de monter depuis plus de 15 ans. Ce qui veut dire que les marchés ont plutôt confiance en l'entreprise. Tout à fait. D'ailleurs, le chiffre d'affaires de Viscofan est lui aussi en constante augmentation depuis 2014. Et même s'il a connu une baisse en 2019, le bénéfice net connaît une belle progression. Le rendement est de 3,11% avec une jolie croissance du dividende de 4% par an depuis 5 ans. Ah, et avant de passer à la suite, si la vidéo vous plaît, mettez un pouce en l'air et laissez-nous un commentaire. C'est un petit geste qui aide beaucoup au référencement de la chaîne. Merci à vous. Ce n'est pas la première fois que Stellantis fait partie des choix possibles d'investissement. Et pour cause, ce groupe multinational possède de nombreux atouts. Fondé en 2021 par la fusion des groupes PSA et Fiat Chrysler Automobile, il a pris immédiatement une place de 6e puis de 4e mondial du secteur de l'automobile. Son chiffre d'affaires a connu une forte augmentation en 2021 et 2022.
Son bénéfice net a suivi à peu près le même parcours. Mais la jeunesse du groupe empêche d'envisager son évolution. Effectivement. Par contre, le secteur dans lequel elle évolue va certainement souffrir dans les années à venir, entraînant mécaniquement une baisse sensible de son chiffre d'affaires, voire même une coupure du dividende de l'entreprise. Ce qui serait dommage, car celui-ci oscille entre 7 et 8%. Et dans le même temps, il s'agit d'une entreprise dont le cours est sous-évalué. Et c'est tout le paradoxe qu'elle propose. D'un côté, nous avons un marché qui va connaître d'énormes difficultés. De l'autre, une entreprise au bilan solide, faiblement endettée, avec un management qui se prépare à une forte récession. Du coup, elle est donc en capacité de résister aux turbulences du secteur de l'automobile alors? Personnellement, c'est ce que je pense. À mon avis, c'est une entreprise qui pourrait être choisie sans crainte dans un portefeuille valeur avec un objectif de cours d'au moins le double sur 5 ans. Quant à la placer dans un portefeuille rendement, c'est une autre histoire. De toute façon, avant de prendre une décision, il nous reste une dernière entreprise à analyser. De par sa capitalisation, Persimmon est la plus grande entreprise de construction du Royaume-Uni. Fondée en 1972, elle propose 3 gammes différentes de logements, familiaux, sociaux et haut de gamme. Cependant, le ralentissement de l'économie a eu un impact sur le secteur du logement au Royaume-Uni. La baisse globale des revenus a modifié le comportement des clients. Ceux-ci préfèrent donc louer des appartements plutôt qu'acheter une maison. La hausse des taux de crédit risque d'ailleurs de renforcer cette tendance. Et ça se voit d'ailleurs dans les résultats. Alors que le chiffre d'affaires était en hausse jusqu'en 2018, depuis cette date, il est plutôt hiératique. Le bénéfice net est, quant à lui, plutôt sur une tendance baissière, voire très baissière depuis 2019. Parallèlement, le cours de l'action, qui n'avait pas cessé d'augmenter depuis 2008, s'est effondré à partir de 2021. Et même s'il semble à peu près être stabilisé, cela reste un signal plutôt préoccupant pour les investisseurs. Oui, mais du coup, pourquoi la proposer alors ? Essentiellement parce qu'elle est l'un des 3 leaders du marché britannique. En effet, l'industrie du logement au Royaume-Uni se compose uniquement de quelques entreprises dominantes, puis de nombreuses petites entreprises desservant de petits segments de marché. De plus, il existe de nombreuses barrières à l'entrée, ce qui protège les leaders du marché et leur donne un avantage stratégique par rapport à une éventuelle concurrence. Oui, du coup, cette entreprise pourrait intéresser des investisseurs prêts à prendre des risques autour d'une stratégie croissance, c'est ça ? Exactement. Et parallèlement, même si sa tendance est à la baisse, elle propose un rendement à plus de 13%. Alors, allons-nous l'intégrer à notre portefeuille ? Avant de dévoiler la valeur à intégrer à ton portefeuille, le Cube, faisons le point de ta stratégie et de ton allocation d'actifs. Ma stratégie d'investissement se place sur un horizon long terme d'au moins 10 ans. Elle est, pour cette première phase que nous mettons en place, orientée sur du rendement apporté essentiellement par les dividendes. Ce choix découle directement de ma faible capacité d'épargne. J'ai besoin d'un flux supplémentaire de liquidité pour augmenter ma capacité d'investissement. Et pour l'instant, ton portefeuille se porte bien, puisque sa performance est, au jour où nous enregistrons la vidéo, de 12%, avec un dividende attendu de 98 €. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a qu'une seule ligne, mais ce résultat montre que les choix effectués concordent avec les résultats attendus. Oui, nous avions misé sur le fait que Danone était sous-évalué et que nous pouvions profiter de cette opportunité pour investir dans une entreprise solide avec un bon rendement. Donc, continuons d'appliquer les règles déjà fixées. Choisir des sociétés sous-cotées, mais dont les rendements en dividendes sont importants. Parallèlement, on annule l'imposition de ces mêmes dividendes en utilisant avant tout le PEA. Dans ce cas-là, en termes de rendement, ça renvoie directement aux 2 dernières actions de notre liste. Et comme Persimmon n'est pas éligible au PEA, il ne peut en rester qu'une, comme dirait Christophe Lambert. Oui, elle nous avait déjà fait les yeux doux et nous lui avons finalement cédé. Stellantis va donc entrer dans le portefeuille du Cube. Le groupe a des fondamentaux solides, malgré sa jeunesse, un très bon dividende et semble être actuellement sous-évalué par le marché. Que demander de plus ?
Et nous verrons dans le prochain épisode d'un portefeuille presque parfait si la stratégie continue de porter ses fruits. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Bien évidemment, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous avez aimé ou apprécié le contenu et que vous voulez nous soutenir et soutenir la chaîne, eh bien abonnez-vous et continuez à regarder nos vidéos. Et si vous voulez continuer votre parcours dans l'univers de l'investissement, eh bien, on peut se dire à de suite dans l'un des épisodes qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça. En fait, investir en bourse, c'est un peu comme faire une collection de timbres. Comment ça ? Eh bien, on cherche un titre qui nous manque, on se le procure, et puis après, on le colle dans son compte titre. Paf ! Parfois, en t'écoutant le cube, je ressens comme une grande lassitude intellectuelle. Vraiment.